Devant la foule, les présidents du Kenya et du Gabon allument un brasier colossal, 105 tonnes d'ivoire issues du braconnage, soit 5% du stock mondial. Un geste fort qui sonne comme un avertissement pour les braconniers. Le braconnage et le trafic sauvage sont des crimes internationaux. Notre combat sera victorieux si les pays et les continents s'associent pour lutter ensemble. Le premier pas doit être une plus forte coopération, en particulier entre les États où vivent les troupeaux d'éléphants. L'appel est entendu par la France. Venue assister à la cérémonie, Ségolène Royal réaffirme l'importance de lutter contre le trafic de l'or blanc. Je suis ravie de vous annoncer aujourd'hui un pas de plus, puisque je vais émettre une interdiction sur tout commerce d'ivoire en France. Nous devons éradiquer le commerce. Environ 30 000 éléphants sont abattus chaque année pour leur défense par des braconniers de mieux en mieux équipés. À ce rythme, si rien n'est fait, les éléphants d'Afrique pourraient disparaître d'ici 1 à 2 générations. Ce reportage date de 2016, nous sommes en 2025, 10 années se sont écoulées et le bilan, le triste bilan, eh bien, c'est que rien n'a changé. Donc vous avez entendu cette femme politique française. Bon, il ne s'agit pas de faire une attaque personnelle sur cette femme-là. Si ça avait été une autre personne, ça n'aurait rien changé. Précisément, le but de ma vidéo, comme de toutes les autres, c'est de démontrer que le marché est autonome. Il se moque de nos gesticulations, simples citoyens ou éminents hommes politiques. Nous n'avons aucune prise sur le marché. Le marché se déploie, s'organise, s'adapte indépendamment de notre volonté d'être humain. Nous sommes au service du marché. Nous sommes à genoux devant le marché, quel que soit notre niveau de responsabilité ou de la dominance de notre position sociale. Simple, je dirais, citoyen de base ou le plus riche du monde, Davos, trilatéral, État profond, organisation secrète. Au mieux, au plus haut niveau, vous avez peur de perdre vos actifs. Plus vous avez d'actifs, plus vous avez peur de les perdre. Et vous n'êtes qu'à formaliser tous les jours des écritures pour préserver vos actifs. Vous êtes l'esclave même du marché, même au plus haut niveau. Donc, simple mortel ou multimilliardaire, propriétaire des banques centrales, quelle que soit votre position, vous restez qu'un être humain à genoux devant le marché. Et pour le comprendre, il faut juste imaginer ce que c'est que le marché. Le marché est immatériel. Le marché, c'est une tension. C'est une tension entre un endroit où il y a et un endroit où il n'y a pas. En l'occurrence, pour le commerce de l'ivoire, vous avez un endroit où il y a des défenses d'éléphants et il y a un autre endroit où il n'y a pas des défenses d'éléphants. On est en quête de bijoux, de statuettes à base d'ivoire. Donc on a un pôle positif, comme en électricité, un pôle positif qui va réclamer, qui va incarner la demande. Et vous avez l'endroit où se trouve la matière première qui va incarner l'offre. Le marché, c'est une tension, c'est impalpable, c'est indomptable, nous sommes l'esclave du marché. Nous n'avons aucune prise sur le marché puisque le marché est une tension. Vous avez promis de prendre des mesures coercitives avec la prétention d'agir sur le marché. Alors, je vais démontrer maintenant que vous n'agissez pas sur le marché. Le marché est intouchable. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez avoir un impact sur le cours des prix. Plus il y aura de prohibitions et plus il y aura donc de rareté et plus les prix vont s'envoler et plus vous allez générer de la motivation et des vocations pour le trafic. Vous avez beau éliminer Escobar, vous aurez Escobir, vous aurez Escobur, vous aurez Escober, vous aurez une infinité de déclinaisons d'acteurs d'un trafic, mais le travail de la police depuis des siècles
montre qu'en éliminant un être humain, même s'il est positionné à un point stratégique du trafic ou du commerce, si vous le retirez, il est déjà remplacé. Il est même déjà potentiellement remplacé avant même d'être remplacé. Il y a une file d'attente de remplacement. Donc, les mesures coercitives, plus elles sont coercitives, plus il y a de la prohibition. D'ailleurs, prohibé et prohibitif ont la même racine étymologique. La prohibition crée du prohibitif. Quand c'est interdit, vous avez des prix prohibitifs. Le prohibé, l'interdit, crée des prix prohibitifs, des prix très élevés, inatteignables. Se loger à Paris est prohibitif. C'est à la portée de quelques-uns, c'est tellement cher que c'est à la portée d'une minorité. Donc on voit bien que même l'étymologie, c'est ce que vous ignorez même à l'ENA, puisque ces hommes politiques sortent tous de l'ENA avec des scolarités à 100 ou 200 000 euros, et on leur a même pas appris ce que c'est que le marché et le côté intouchable du marché. C'est la base quand on veut incarner des responsabilités en République, qui est le mode de production tout puissant, de la marchandise toute puissante. D'accord? Donc la coercition n'agit pas sur le marché, personne n'agit sur le marché. Tout ce que vous allez faire, c'est agir sur les prix, et de manière parfaitement contre-productive, puisque plus vous allez mettre de la coercition, plus vous allez mettre des entraves et de la difficulté et du risque et du péril pour l'acteur du trafic, et plus la valeur du produit trafiqué va augmenter et plus ça va être intéressant. Ça va permettre de dégager, sur un prix qui ne cesse d'augmenter, des marges, des bénéfices et bâtir des fortunes. Comme ça s'est produit, bien sûr, avec le trafic de drogue ou même avec le trafic de l'alcool dans les années 30 aux États-Unis, où la prohibition a montré que des fortunes se sont bâties en très peu de temps. Donc on le sait, tout ça, il n'y a plus de débat là-dessus, il n'y a même pas à argumenter, c'est établi. Ce qui est surprenant, c'est qu'un homme politique, encore en 2016, montre qu'il ne comprend rien, n'a rien, et en plus a la prétention de prendre le pouvoir dans ce beau pays qu'est la France, alors qu'il ne comprend rien à rien, même sur les choses qui sont les plus évidentes et les plus établies. Quand je parle de ça à mon enfant de 4 ans, il comprend. Pourquoi l'homme politique ne comprend pas? À moins que vous ayez compris et que vous faites mine de ne pas comprendre pour protéger le marché. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, je finis par me poser la question. Donc, vous avez brûlé des quantités très importantes d'ivoire qui correspondent donc à, d'après le reportage, à 5% de la production annuelle. Ça veut dire que on vient de brûler 5% de la production annuelle. 5% d'un an, ça fait 20 jours, à peu près 20 jours. Ça veut dire que si ce stock d'ivoire, plutôt que de le brûler et de créer un effacement du stock, ce qui fait que celui qui demande ne peut plus prendre ce stock, il y a donc une pénurie de matières premières. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire? Au moment même où vous brûlez l'ivoire, il y a une pénurie, parce que le pôle positif qui demande l'ivoire pour fabriquer des statuettes, il est toujours là, la demande est toujours là, mais il n'y a plus le stock. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir réactiver et redoubler, retripler d'efforts pour réactiver les réseaux de contrebande, pour tuer tout de suite et en quantité plus importante des éléphants, pour alimenter le marché avec son flux normal de demande et pour en plus compenser la perte liée au fait que vous avez brûlé. Donc il va y avoir une demande démultipliée de braconnage pour compenser et l'interdiction et l'annulation du stock que vous avez brûlé. Et vous faites flamber les prix. C'est-à-dire que vous n'intervenez pas sur le marché, vous intervenez que sur le prix. Donc là, il y a un questionnement quand même, il y a quelque chose qui pose problème. Pourquoi un homme politique à ce niveau d'intelligence, de ce haut niveau de scolarisation et de scolarité, de transmission d'informations des plus grandes écoles qui auraient dû le former, lui faire comprendre certaines choses sur le marché et sur le commerce et quelle est l'implication de nos actions politiques sur le marché, ça aurait dû être acquis tout ça en sortant de l'école. Et là, on a l'impression que c'est un bleu qui parle. On va faire la chasse aux braconniers, on va brûler l'ivoire, mais vous ne voyez pas les conséquences. Les conséquences, c'est que rien n'a changé. Prohiber crée du prohibitif au niveau des prix. L'interdiction crée le marché. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, encore une fois, moi, je suis juste quelqu'un qui s'insurge contre ces éléphants que l'on abat en grande quantité, par milliers, 30 000 par an. Vous imaginez combien ça fait par jour, faites le calcul, mais c'est énorme. Et vous prenez deux petites dents, deux parties du corps insignifiantes par rapport au volume de l'animal, et vous laissez donc ce volume énorme de cet animal qui est tellement noble, qui a tellement d'humanité dans le regard, vous le laissez sur le sol sec, en plein soleil, se décomposer, alors que vous avez prélevé qu'une infime partie de son corps. C'est terrible. Et tout ça encouragé par la prétention, la prétention politique, par la... Enfin bon, je garde les mots qui me viennent à l'esprit pour moi. Je ne veux pas être grossier, mais on a quand même raison d'être en colère, surtout que lorsque l'on extrapole et que l'on voit que ces hommes politiques prennent le même type de mesures avec les hommes qu'avec les éléphants, l'homme politique ne cesse de créer des lois pour influencer la tyrannie marchande, mais vous pouvez pondre des milliards de lois, ça ne change rien. Les codes CP6 se démultiplient, tous les jours les députés pondent des nouvelles lois justifiées pour améliorer notre quotidien, mais nous sommes dans un marché. Le capitalisme, c'est le pouvoir au marché. Le capitalisme, c'est le pouvoir au capital, au marché. Et le marché, c'est autonomisé. Nous n'avons aucun pouvoir. Donc rien que la posture politique est une imposture. Le politique est mort. Sous la monarchie, le roi avait encore un peu de pouvoir, et encore avec le pouvoir des juges, des parlements. Intéressez-vous à tout ce qui a pourri la vie de Louis XIV, de la Régence, de Louis XV, et ce qui a assassiné Louis XVI. Voilà, interrogez-vous, voyez quelles sont les forces. Mais ils se sont battus, ces rois, comme ils ont pu, contre les coups de boutoir du marché, mais le pauvre Louis, c'était le dernier bastion qui est tombé. Et dès lors que Louis XVI est tombé, le 19e siècle, c'était la porte ouverte à tous les excès du monde de l'argent, de la puissance de l'argent sur les hommes qui étaient sans défense. Enfin, le plus grand nombre était sans défense, bien sûr. Une minorité était du côté du manche, mais le plus grand nombre des hommes, des femmes et des enfants qui ont vécu le 19e siècle, normalement, le 19e siècle, je dirais, avec tous ces révoltes, ces insurrections, ces barricades, c'était terrible. Enfin, Victor Hugo, lisez Victor Hugo, lisez les Misérables, c'est terrible, hein, cette maman déplumée, décharnée, tremblante, vendant ses dents pour un repas de plus pour son bébé, mais c'est le 19e siècle, hein. D'accord ? Donc nous sommes tous des éléphants.